Nous avons en France la première population musulmane et la première population juive d'Europe. Et aujourd'hui, on voit bien qu'au sein de la société française, il y a une instrumentalisation politique du conflit proche-oriental. Que ce soit Marine Le Pen qui est devenue la meilleure amie des Juifs ou Jean-Luc Mélenchon qui est devenu le meilleur ami des Palestiniens, il y a une part d'instrumentalisation politique à des fins de politique intérieure. Aujourd'hui, ces deux peuples ne sont pas capables de faire la paix tout seuls. Si on pouvait laisser les religieux sur le côté, je pense qu'on a plus de chances d'arriver à la paix. Rebonjour ou bonjour aux nouveaux arrivants pour cette rencontre dans les cadres des rencontres Michel Serres consacrées à la guerre et à la paix avec Pierre Aski, que je suis très heureux que vous avez sans doute déjà rencontré, côtoyé, entendu. Mais là, on va rentrer dans un angle un peu particulier, dans un théâtre un peu particulier qu'il connaît très bien, qu'il a fréquenté, qu'il connaît de très près, sur lequel il a écrit un essai lumineux. Voilà, on est parti. On va avoir un entretien d'à peu près 3/4 d'heure. Vous pourrez ensuite de quoi on aura 10 minutes de questions d'élèves qui ont travaillé sur le livre de Pierre. Et si on a un peu de temps, vous pourrez éventuellement lui poser ces questions. Mais il y aura de toute façon une signature de Pierre Aski à la librairie qui est au premier étage ici. Métaphysique. Métaphysique. Nom donné à l'œuvre d'Aristote qui fait suite à la physique. Par extension, connaissance des causes divines, première ou finale, qui constituent l'essence des phénomènes. Il peut paraître bizarre de sonder la dimension métaphysique du conflit qui oppose deux peuples en quête de leur état sur une même terre, et néfaste même de laisser entendre qu'étant métaphysique, il serait peut-être sans issue. La prudence ne commande-t-elle pas de revenir aux solutions pragmatiques ? On ne comprend pourtant rien à ce conflit si on n'interroge pas ce qui échappe à la rationalité politique, au jeu des intérêts et des rapports de force. Les dimensions métapolitiques qui en font un conflit d'histoire, de mémoire, de légitimité, en même temps peut-être que de religion. Elle lui donne sa profondeur, elle explique aussi sans doute pourquoi nous nous sentons si impliqués dans cette affaire. Autant dire que cette dimension métaphysique, depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre et la riposte lancée par l'État hébreu contre Gaza hier, contre le Liban demain, aujourd'hui contre l'Iran peut-être demain, depuis que cette guerre fait à nouveau rage, l'asymétrie, une guerre asymétrique où les civils sont engagés aussi, eh bien ces dimensions sont toujours et encore plus présentes. Peut-être une nouvelle dimension s'est ajoutée, on va le voir, la dimension de notre propre histoire, de la question du colonialisme qui a ressurgi. Eh bien, pour aborder toutes ces questions, je suis très heureux. Donc, nous avons demandé à Pierre Aski, journaliste et écrivain, qui a été correspondant à Jérusalem au moment de la première paix israélo-palestinienne. Vous avez été grand reporter avant en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, en Chine, pour l'agence France-Presse, Libération. Vous êtes président de l'association Reporters sans frontières. Et vous êtes, tout le monde le sait, vous allez tout de suite reconnaître sa voix pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, tous les matins sur France Inter pour une chronique géopolitique aussi lumineuse que distanciée. Vous êtes l'auteur, oui, il faut le dire. Et vous êtes donc l'auteur de ce texte, Une terre doublement promise, où la dimension métaphysique n'est pas absente, donc Israël-Palestine, un siècle de conflit, publié chez Stock. Nous allons, dans cet entretien, revenir justement, essayer de déplier en prenant un peu, c'est la grande vertu de vos interventions en général, mais de ce livre en particulier, c'est que je crois que tous les acteurs, il est rare d'avoir un texte dans lequel de nombreux acteurs peuvent lire ce texte et s'y retrouver en un sens. Il s'ouvre d'ailleurs par une formule qui est une manière, j'ai l'impression, c'est un conflit tellement emblématique que toute discussion semble problématique parce qu'on soupçonne tout de suite chez notre interlocuteur des pensées mauvaises, des arrière-pensées. Et vous avez directement, vous avez le don, Pierre Aski, pour suspendre cet état d'acrimonie ou de suspicion mutuelle. Vous avez cette formule: les Palestiniens ont droit à la justice et à un État, les Israéliens à la reconnaissance de leur existence et à la sécurité. Une fois ces postulats énoncés, cela ne produit pas ipso facto la formule de paix. Au moins, cela peut encourager à essayer, à y penser, à guetter, à susciter des opportunités.
Donc je voudrais vous demander peut-être, avant d'arriver sur la relance contemporaine actuelle depuis le 7 octobre de ce conflit, peut-être de faire un pas de côté et de nous rappeler d'abord les linéaments de cette histoire, les premiers, peut-être les dates, c'est important de faire un peu de géopolitique et d'histoire de la géopolitique, et surtout de faire surgir ce qui vous apparaît emblématique dans ce conflit, qui est enfin un conflit non seulement d'histoire, mais de mémoire. Alors peut-être qu'on peut, dans un premier temps, voilà, disposer un petit peu comment l'histoire s'est jouée, mais elle a produit des mémoires antagonistes. Bonjour à toutes et tous, merci de votre accueil, merci de cette introduction. En fait, l'une des difficultés quand on essaye d'écrire sur ce conflit, c'est de savoir quand est-ce qu'on le fait commencer. Est-ce qu'on le fait commencer le 7 octobre ? C'est ce qu'aurait voulu le gouvernement israélien, par exemple. Et lorsque le secrétaire général de l'ONU a dit, quelques jours après le 7 octobre, le 7 octobre ne s'est pas produit dans un vide, c'était sa formule, les Israéliens étaient furieux et ils ont même demandé sa démission. Parce que, voilà, dans tous les conflits, c'est pas propre au Proche-Orient, mais c'est une leçon universelle, on veut être maître du récit et donc de la chronologie. Et quand on est dans une chronologie aussi longue que celle-ci, si vous faites commencer ça à la Bible ou au 7 octobre, ça n'est évidemment pas la même histoire et vous ne racontez pas la même histoire. Et donc moi, je me suis posé la question lorsque j'ai écrit ce livre, parce que ce livre, je l'ai écrit en fait après le 7 octobre. Il se trouve que je dînais avec mon éditeur quelques jours après et je lui racontais des épisodes que j'avais vécus dans cette région. Et il me dit, mais il faut raconter tout ça. Tout le monde a oublié les paramètres de ça. Et on était évidemment à ce moment-là sous le choc de ce qui venait de se passer. Et je lui dis, OK, on verra l'année prochaine. J'avais d'autres projets. Et il me rappelle le lendemain, il me dit, mais j'en ai parlé à mon équipe qui me dit, il faut faire ça tout de suite. C'est maintenant qu'on a besoin de ces paramètres. Donc, je me suis mis à écrire. Et la première question que je me suis posée, c'est, je démarre quand ? Et en fait, j'ai décidé de démarrer en France, avec l'affaire Dreyfus. Parce qu'on l'oublie dans cette avalanche de données qu'on est obligé d'intégrer pour comprendre ce conflit. L'affaire Dreyfus, il y a un témoin de cette affaire qui est Theodor Herzl, qui est un journaliste d'un journal autrichien basé à Paris, qui assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus. Il est là, aux Invalides, quand on enlève, vous savez, vous avez vu tous le film, j'imagine, on lui enlève les boutons et les grades de son uniforme. Et Theodor Herzl se dit, si dans un pays comme la France, un officier juif peut être ainsi humilié, traité, il nous faut notre patrie. Et il écrit « L'État des Juifs ». Donc c'est un livre dans lequel il se prononce pour la création d'un État juif. Et alors, le sionisme est antérieur à Theodor Herzl, les idées sont là depuis longtemps, et il y a déjà une première vague qui part vers la Palestine ottomane à l'époque. Mais j'ai trouvé que non seulement ce démarrage était pertinent pour nous, lecteurs français, parce que il y a une part de l'imaginaire européen qui tourne autour de l'affaire Dreyfus, mais aussi parce que Theodor Herzl, 2 ans après, donc 1896 sort son livre, 1897 se déroule le premier congrès sioniste mondial à Bâle, en Suisse. Et c'est... voilà, et quand vous arrivez à Tel Aviv aujourd'hui, vous avez la figure, la sculpture de Theodor Herzl, qui est une figure forte qui protège d'une certaine manière, est censée protéger l'État qu'il avait rêvé. Ce point de départ, il a un avantage aussi, c'est qu'il ancre ce processus en Europe. Et l'Europe c'est le point de départ de tout ça, moderne. C'est évidemment, on peut remonter, je l'ai dit, à la Bible et au premier temple, au deuxième temple, mais je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose à la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. En revanche, partir du cœur de l'Europe, ça permet de comprendre le déroulement.
La deuxième étape, je ne vais pas toutes les citer, mais en prendre des principales, c'est celle qui m'a donné mon titre, en fait. En 1929, le père du journalisme français, Albert Londres, décide de faire une série d'articles. Vous savez, à l'époque, on feuilletonnait les reportages. Et donc, Albert Londres était le spécialiste du genre. Sur 40-50 jours, on déclinait des sujets lointains. Il n'y avait pas la télévision, les gens ne voyageaient pas. Donc, il faisait rentrer vraiment le monde entier dans les foyers à travers ces articles. Et il décide de faire une série d'articles sur le thème « Qu'est-ce qu'un juif ?» Ça paraît bizarre de poser cette question comme ça, mais il part de cette idée, et à l'époque, il faut se remettre dans l'ambiance, dans le climat politique, il y avait une lutte entre plusieurs courants au sein de la population juive d'Europe. Il y avait les sionistes qui prônaient le retour à la terre de Sion, donc à la création d'un État juif. Il y avait les bundistes, on les a oubliés parce que l'histoire les a maltraités. Les bundistes, c'était des marxistes juifs qui disaient « la solution au problème juif viendra de la révolution socialiste ». Bon, ils ont, comme je l'ai dit, l'histoire n'a pas été tendre avec eux, mais ils étaient un courant très fort à l'époque. Il en reste, à côté de chez moi à Paris, il y a un centre culturel qui cultive cette mémoire du bundisme, qui est aujourd'hui une association plutôt de mémoire que de combat, mais ça a existé, ça a été important. Et puis le troisième courant, c'était les religieux. Et les religieux disaient une chose, ils disaient l'État, on doit attendre la venue du Messie. Donc prions et attendons. Et donc Albert Londres commence son voyage, il fait Paris, Londres, Berlin, et là il trouve des communautés juives plutôt intégrées. Les juifs allemands lui disent, on est en 29, hein, donc Hitler n'est pas là. Les juifs allemands lui disent, mais la culture allemande c'est nous, pourquoi voulez-vous que nous allions chercher un État ailleurs, etc. Puis ensuite il passe en Europe centrale, et il arrive en Pologne, il y a les ghettos, il y a les shtetl, les communautés juives soumises à des discriminations, etc. Puis, et d'ailleurs, il y a une phrase incroyable dans ce livre, 1929, hein, il faut retenir la date. Il tombe sur un jeune sioniste qui lui dit « On va tous se faire massacrer ici ». Et alors, il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que ce sont les religieux qui tiennent la communauté. Et ils ne veulent pas qu'on bouge tant que le Messie n'est pas là, et on va tous se faire massacrer. » 1929. Incroyable. Bref, mais ce livre est à lire pour ce témoignage d'une époque et d'une réalité qui n'existe plus. Il continue, il va jusqu'à Odessa, etc. Donc il témoigne des discriminations dont sont victimes les Juifs en Europe, centrale en particulier. Et il va en Palestine, devenue britannique en 1929, après la Première Guerre mondiale. Et là, il décrit Tel Aviv, ville qui n'avait que quelques années d'existence. Il voit des Juifs fiers, debout, comme il dit, qui n'ont plus à se préoccuper des discriminations qu'ils avaient fuies en Europe. Et il rentre en France, il commence à écrire ses articles, et tout d'un coup éclate à Hébron, ville qui est aujourd'hui en Cisjordanie, les premiers affrontements sanglants entre Juifs et Arabes. Et il décide de retourner. Et il termine sa série d'articles, donc ce livre, Le Juif errant est arrivé, par le récit de ces journées sanglantes d'Hébron et ses entretiens sur place. Et il va voir un dirigeant religieux musulman, un cheikh vénérable, qui lui dit « Les Anglais ont promis un foyer national au peuple juif. » C'est la déclaration Balfour de 1916, pendant la guerre. Les Anglais promettent, il y a une phrase, il y a un texte qui existe, on a même la lettre de Lord Balfour, qui promet un foyer national au peuple juif. Et cet homme continue, il dit « Regardez autour de vous, il y a déjà un foyer national, 2 foyers nationaux pour la même terre, c'est la guerre. » C'est ce qui m'a donné mon titre, mais c'est surtout un résumé du conflit qui reste valable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1929, on avait déjà tous les paramètres de ce qui allait être un siècle de
d'affrontement. Et en fait, moi, j'utilise beaucoup Hébron comme point de repère historique, parce qu'Hébron, c'est une ville incroyable, une grande ville, c'est 200 000 habitants en Cisjordanie. Et il y a à Hébron un bâtiment extraordinaire qui est le tombeau des patriarches, qui est grand comme l'église de la Madeleine à Paris, c'est avec des grands murs d'enceinte. C'est un bâtiment qui a 2000 ans et qui est censé être le monument funéraire d'Abraham et des prophètes des 3 religions, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, et des 3 grandes religions du livre. Et donc après 1929 jusqu'en 1967, c'est une ville où il n'y a que des populations musulmanes, et peut-être des Palestiniens chrétiens, je ne sais pas, mais en tout cas musulmanes. Et en 67, vous avez la guerre des 6 jours, donc j'ai passé l'étape de 48, mais on sait bien 48, mais je reviendrai dessus après. Mais en 67, vous avez, c'est pour ça qu'Hébron est intéressant par rapport à 1929, vous avez Moshe Dayan qui arrive à la tête de l'armée israélienne, donc il arrive devant ce bâtiment, il est là, et Moshe Dayan n'a pas une once de religiosité en lui, c'est un laïc absolu. Et il regarde, il dit, impressionnant, mais on n'y touche pas. Surtout, on n'y touche pas. Arrive l'aumônier de l'armée israélienne, le rabbin Shlomo Goren, on a même retenu son nom, et qui lui dit « Mais Moshe, tu ne peux pas faire ça, c'est notre histoire, sont nos ancêtres, etc. » Moshe Dayan cède, on fait sauter le cadenas, et l'histoire a changé ce jour-là. C'est-à-dire que ça a donné naissance à un mouvement messianique, qui est celui de la colonisation, et qui est celui du retour à la terre promise par Dieu. Et le mouvement de la colonisation démarre à Hébron par un petit groupe de religieux très durs, très extrémistes, qui obtiennent l'autorisation de célébrer les Pâques juives l'année suivante à Hébron et qui n'en partiront plus. Et Hébron est aujourd'hui la seule ville de Cisjordanie dans laquelle les colons et une partie de la population juive habitent dans la ville. Et moi, j'y suis retourné j'y suis allé en particulier à 2 reprises. La première, c'est en 1994. Il y a eu un massacre à Hébron. Et si on regarde la chronologie, c'est une date... Vous étiez là avec vos enfants, non? J'étais là, voilà, je raconte. C'est que moi, j'étais correspondant, donc les accords d'Oslo 1993. Février 1994, on me réveille à 4h30 du matin, un informateur du côté israélien qui me dit « Il se passe un truc très grave à Hébron, on ne sait pas trop quoi, mais l'armée est en ébullition, tu devrais aller voir. » Et j'avais mes enfants qui étaient avec moi, et j'étais seul avec eux à la maison, ils avaient 10-12 ans, et donc j'y suis allé, et je leur ai laissé un mot en disant « Il y a des spaghettis dans le placard, et vous ne sortez sous aucun prétexte en attendant mon retour. » Parce que je me disais, s'il se passe des choses graves, ce n'est pas le moment d'aller se promener. Et donc je pars à l'aube, et j'arrive à Hébron au moment où l'armée est en train de boucler la ville. Et il y a un soldat qui fait en Israël, c'est quand vous avez affaire à un soldat qui fait son service, en général, ils sont assez cool. Et donc, il me dit, écoutez, je ne peux pas vous laisser passer. J'ai ordre de bloquer tout le monde. Mais si vous faites 1 kilomètre, il y a une route qu'on n'a pas encore bloquée. Donc, je trouve le chemin. Je me retrouve au cœur de la ville. Et là, la ville est en train de se réveiller dans l'horreur. C'est que pendant la nuit, un colon d'origine américaine, le docteur Baruch Goldstein, a mis son uniforme, il était médecin, réserviste, il met son uniforme, il prend ses armes et il se dirige vers le tombeau des patriarches qui était séparé en 2, une partie mosquée, une partie synagogue. Il va dans la partie mosquée, on est pendant le ramadan, il y a des fidèles qui veillent pendant la nuit et il se met à tirer sur tout le monde. Et jusqu'à ce qu'il ait besoin de recharger son arme, et là, il est écrabouillé à coups d'extincteur par les survivants. Et quand la ville se réveille, les gens sortent de leur gonds, ils sont totalement révoltés, ils vont au-devant des balles, et il y a encore 60 morts dans la journée. C'est une journée abominable, cauchemardesque. Moi, j'étais là ce jour-là, et j'ai décidé d'y retourner en 2019, donc juste avant le Covid,
Et je raconte ça dans le livre. C'est-à-dire que j'ai pris Hébron comme symbole. 1929, j'ai le récit d'Albert Londres. 1994, j'ai ce que j'ai raconté dans Libération à ce moment-là. Et 2019, j'y suis retourné. J'ai 90 ans d'histoire de ce conflit à travers un lieu symboliquement fort et politiquement fort. Et ce que j'ai vu en 2019, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que vous savez, il y a toujours beaucoup de débats sur est-ce que le mot apartheid est justifié, etc. Là, vous avez un tiers de la ville. Il se trouve que moi, j'ai vécu en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. J'ai passé 4 ans à Johannesburg à cette époque, 76 à 80, donc en plein apartheid dur. Ce que j'ai vu à Hébron, mais même les Sud-Africains ne l'avaient pas fait. C'est-à-dire qu'il y a des rues que les Palestiniens n'ont même pas le droit de traverser. Et donc, il y a un tiers de la ville dont les Palestiniens ont été chassés. Et les maisons qui sont mitoyennes, les appartements ou les immeubles qui sont mitoyens, les gens n'ont pas le droit, ceux-ci, leurs portes donnent du côté occupé par les colons, ils n'ont pas le droit de sortir, ils doivent mettre une échelle par la fenêtre de l'autre côté pour sortir du côté palestinien. C'est cauchemardesque, c'est une folie totale qui a été installée dans cette ville au nom de on est chez nous, dans cette terre que nous a donnée Dieu. Et cette chronologie-là, elle est terrible parce que elle remonte à un problème européen, celui de la discrimination, des pogroms, puis de la Shoah, évidemment, par la suite, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on se retrouve avec une situation inextricable dans laquelle on a 2 peuples qui réclament la même terre, chacun au nom d'une légitimité qui vaut ce qu'elle vaut. Les Juifs au nom de l'antériorité de la Bible et des lieux saints, d'une histoire, du temple détruit, etc., qui existe, et les Palestiniens au nom de leur présence depuis des siècles. Et c'est l'équation qui est encore valable aujourd'hui et qui n'a pas changé et qui est dramatique parce qu'on a essayé une fois de faire la paix d'Oslo, ça n'a pas marché et depuis, tout le monde fait comme si le fait qu'on ait essayé et qu'on ait raté, c'est cette phrase que vous disiez sur le fait d'essayer, on a baissé les bras et on s'est dit, voilà, il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre, ce qui n'est pas vrai. Merci d'avoir comme ça disposé cette histoire à la fois en prenant du recul et en racontant un peu aussi votre rapport à ce lieu, à cette histoire. Il y a un élément, on peut toujours essayer de déplier un petit peu. Vous dites que ce sont 2 peuples qui ont des histoires, des mémoires conflictuelles, mais vous racontez aussi ce qui est intéressant, c'est que, et là on commence à réfléchir à est-ce qu'une paix est possible ou pas, et compte tenu de le nombre de couches qui rendraient la paix impossible, et vous dites, vous laissez entendre que il y a un cliquet nécessaire, mais qui, même au moment d'Oslo, n'a pas été possible, en dépit des lignes directrices qui avaient été juridiques, politiques, qui avaient été dessinées à Oslo. C'est au-delà même de la question du retour, de la question des réfugiés, qui sont des questions juridiques, des questions très importantes, mais un enjeu moral et mémoriel, qui est le fait de demander à l'autre qu'ils reconnaissent ma propre mémoire. C'est pas uniquement je trimballe avec moi ma mémoire et donc j'ai des titres de légitimité à être ici. C'est pour que je puisse rétrocéder un petit peu sur mes revendications, il faut au préalable que tu reconnaisses cette mémoire qui me porte. Et vous avez une anecdote, vous l'avez racontée, on peut y revenir, qui est significative. Au moment d'Oslo, même parmi des gens très éclairés, bienveillants, des intellectuels qui avaient fait la démarche, vous vous êtes rendu compte que ce geste-là, qui était de cliquer le plus important, n'était pas possible. Oui, c'était... Donc, je m'excuse pour ceux qui étaient là hier, je vais répéter cette histoire, mais elle est tellement importante, je pense, aussi par rapport à aujourd'hui. Donc, j'avais réuni chez moi 2 intellectuels, 2 universitaires, un Israélien et un Palestinien, que j'avais croisés séparément et qui souhaitaient dialoguer. Et donc, le Palestinien commence à parler et il dit... si nous voulons nous réconcilier, nous devons comprendre
les traumatismes de l'autre, ce qu'il y a dans votre tête, vos peurs et vos... Voilà. Et il dit, je reconnais que nous, les Palestiniens, nous n'avons pas pris en compte la Shoah, ce que représente la Shoah pour les Juifs. Donc l'extermination et cette peur qui reste de l'extermination. Et il dit, on ne l'a pas fait parce que ce n'est pas notre histoire, c'est une histoire européenne. Donc on a estimé que on n'avait pas à rentrer là-dedans. Et il dit, on a eu tort, on devrait comprendre en quoi c'est votre inconscient collectif du peuple juif. Et donc l'Israélien était très content d'entendre ça. Et le Palestinien continue en disant, vous de votre côté, vous les Israéliens, vous devez prendre en compte la Nakba, ce que représente la Nakba pour nous. Et la Nakba, c'est 1948, c'est l'expulsion d'une partie des Palestiniens. Et là, l'Israélien s'est braqué parce que la Nakba n'est pas un fait aussi ancré dans l'histoire et accepté universellement, sauf quelques négationnistes, que la Shoah. La Nakba, c'est un phénomène qui a été documenté, c'est très intéressant de le savoir, d'abord par des historiens israéliens. Il y a eu une première vague d'historiens qui ont donné l'histoire officielle, c'était la guerre, ils sont partis. Et ensuite, il y a eu une deuxième génération qui a travaillé sur les archives écrites et les archives orales, etc., et qui a documenté le nombre de villages qui ont été chassés, les cartes qui avaient été dessinées, etc. Et donc, il y a une partie des Palestiniens qui sont partis en 1948, qui ont été chassés et qui ne sont pas partis de leur propre fait. Donc ça, c'est documenté dans des livres écrits par des historiens israéliens. On les avait appelés les nouveaux historiens à l'époque. C'est un phénomène très marquant de l'histoire. Mais ça n'est pas l'histoire de l'État d'Israël, ça n'est pas l'histoire qui est dans les livres scolaires. Et donc les Israéliens n'ont pas cette capacité aujourd'hui d'accepter ça de manière aussi simple que ce qui serait dans leurs livres d'histoire. Et pour une raison, j'allais dire assez simple, c'est que c'est aussi une reconnaissance qui a des conséquences. Parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez un tort, qui est celui d'avoir expulsé des gens, vous en tirez des leçons qui peuvent être soit de réparation, soit de revoir politiquement les choses. Enfin bref, ça n'est pas simplement un acte de contrition ou de demander pardon ou même de regarder l'histoire, comme par exemple Chirac avec le Veldiv, avec le rôle de Vichy, etc. Où là, on regarde l'histoire, mais on n'a pas de conséquences concrètes à en tirer sur le moment. Là, on est dans un autre cas de figure, et donc ce pas-là n'est pas franchi, et il reste très sensible. La semaine dernière, il y a un documentaire sur 1948 fait par des documentaristes israéliens qui a été interdit en Israël, interdit de diffusion. Donc ça reste un sujet extrêmement complexe. Et ce dialogue, il était intéressant parce que on voit bien 30 ans plus tard que lorsqu'il y a le 7 octobre, chaque peuple revit son cauchemar. Les Israéliens parlent de pogrom. Netanyahou a dit que c'était la journée la plus sanglante pour le peuple juif depuis la Shoah. Et les Palestiniens, de leur côté, en voyant les images de Gaza et des gens, ces cohortes de gens qu'on envoie d'un bout à l'autre du territoire, etc., se disent c'est la Nakba qui continue. Et c'est d'autant plus la Nakba qui continue que 75% des habitants de la bande de Gaza sont des descendants de réfugiés de 1948. Donc ces mémoires-là, elles sont inextricablement liées au devenir politique de ces deux peuples aujourd'hui. Or, personne ne fait rien pour essayer de rapprocher ces mémoires, pour essayer même de les faire dialoguer. Et il y a une chose qui m'avait frappé à l'époque, c'était le nombre de personnes qui venaient me voir en 1993, au moment d'Oslo, en me disant « il faut qu'on fasse comme vous ». Alors je disais « qu'est-ce que vous entendez par là ?» Il dit « vous les Français et les Allemands, vous avez été ennemis héréditaires, vous vous êtes fait 3 guerres en un siècle, dont 2 mondiales, ça se transmettait de père en fils, la haine, etc. Et puis un jour, il y a des dirigeants politiques qui ont dit stop et qui ont changé le cours de l'histoire. Il faut qu'on fasse comme ça. Et c'était incroyable parce que c'était ce que me disaient aussi bien des Israéliens que des Palestiniens. C'est-à-dire que la force d'exemplarité de
la réconciliation franco-allemande était très présente dans les esprits à un moment où on veut mettre fin à une guerre héréditaire. Et force est de constater qu'on ne l'a pas fait et qu'il y a dans mon livre 2 photos prises par quelqu'un qu'on n'attend pas dans ce contexte-là, qui est l'artiste Sophie Calle. Que vous connaissez peut-être, artiste conceptuelle française. Et il se trouve qu'en 1994, elle était à Jérusalem et j'étais en train de parler avec elle. Et on m'appelle, on me dit, donc l'autonomie palestinienne avait commencé, Arafat était rentré, et la police palestinienne. Et on m'appelle, on me dit, c'est en train de dégénérer à Gaza, il y a un affrontement entre le Hamas et le Fatah d'Arafat. Il y a déjà 16 morts, etc. Donc je dis à Sophie Calle, je lui dis, désolé, je dois y aller, j'y vais. Et elle me dit, je viens. Parce qu'elle n'était pas du tout, c'est pas une journaliste, c'est pas une photographe de guerre, c'est pas une photographe reporter, mais elle avait envie de voir, de comprendre ce qui se passait. Donc elle est venue avec moi à Gaza et on arrive dans une ville en pleine effervescence, des colonnes de fumée, d'incendie, etc. Et elle a fait 2 photos. Et donc, quand j'ai fait le livre, je l'ai appelée pour lui demander si je pouvais les publier. Elle ne les avait jamais publiées, mais je savais qu'elles existaient. Et elles sont très parlantes. La première, c'est qu'à l'époque, donc 94, il y a 30 ans, le Hamas avait déjà kidnappé un soldat israélien. Et ils avaient revendiqué leur acte par des fresques murales dans les rues de la ville de Gaza. Et l'une de ces fresques, c'était un soldat, enfin un combattant du Hamas qui avait sa botte sur un soldat israélien à terre, avec des slogans, etc. Mais cette fresque était sur le chemin d'une école. Et tous les jours, les enfants passaient devant, et ils prenaient une pierre et ils tapaient sur la tête du soldat israélien, au point qu'il y ait un trou à la place de la tête. Et c'était un moment où il n'y avait plus de soldats israéliens à Gaza, enfin dans cette partie de Gaza, puisqu'ils s'étaient retirés dans le cadre des accords d'autonomie. Mais cet esprit passait d'une génération à l'autre et on continuait à détester le soldat israélien à travers cette fresque. Et je me disais, mais ces gamins d'il y a 30 ans, c'est les adultes d'aujourd'hui. Et imaginez les enfants d'aujourd'hui qui sont dans les décombres de Gaza, ce qu'ils auront dans la tête dans 30 ans et comme désir de revanche. C'est-à-dire qu'on a mis quelques pièces dans la machine de reproduction de la haine. La deuxième photo, elle est aussi très intéressante. C'est qu'après le début de l'autonomie, il y a un cinéma qui a ouvert à Gaza, qui a rouvert, parce qu'il avait été fermé depuis très très longtemps. Et c'était un entrepreneur local qui avait investi, il avait acheté des beaux fauteuils rouges, il avait acheté un beau projecteur et un stock de films égyptiens, qui était très populaire à l'époque. Et ce jour-là, d'affrontement Fatah-Hamas, il y a un cortège du Hamas qui passe devant le cinéma et ils mettent le feu. Et ils sortent les bobines et ils font un autodafé des pellicules devant le cinéma. Et nous, on est passé quelques moments après et elle a pris la photo des pellicules qui brûlent devant le cinéma. Et donc, j'ai mis ces 2 photos parce qu'elles nous disent 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, il faut arrêter ce cycle de la reproduction de génération en génération, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien. Et de l'autre côté, c'est que la nature du Hamas, c'est qu'on ne découvre pas le Hamas le 7 octobre. Le Hamas est un mouvement qui était à l'époque pas au centre du jeu, mais qui était en opposition à l'autonomie d'Arafat, qui était un mouvement intégriste, qui a voulu détruire le seul lieu de culture, de diffusion de la culture à Gaza, qui prenait des otages et qui commettait des attentats. Donc on n'est pas dans la découverte d'un mouvement qui serait tout d'un coup devenu violent. Et ce que ça me fait... c'est la thèse de mon livre, d'une certaine manière, c'est que les gens qui ont voulu saboter ces accords d'Oslo, ces accords d'Oslo avaient beaucoup de failles et d'impasses en eux. Ils ne s'attaquaient pas à la question de la colonisation. Ils avaient reporté à 5 ans les gros problèmes, le statut de Jérusalem, le statut des réfugiés, les frontières, etc. Et il n'y avait même pas le mot État dans les accords d'Oslo. Mais ils étaient au moins... on avait lancé la balle il y avait d'abord la reconnaissance mutuelle,
quand même capital. La poignée de main Rabin-Arafat à Washington le 13 septembre 1993, c'est une des grandes photos du XXe siècle, que même si ça a échoué par la suite, vous n'enlèverez pas cette photo de l'histoire. Si on garde 10 photos du siècle, elle sera dedans. Cette première réconciliation et reconnaissance entre les deux peuples était capitale. Mais à part ces failles intrinsèques de l'accord, il y a aussi ceux qui ont voulu saboter la paix. Lorsque il y a eu la signature de l'accord, pendant 6 mois, vous avez une grande majorité des Israéliens et des Palestiniens qui ont cru que c'était arrivé, qui ont dit, voilà, on a tourné la page, on n'aime pas forcément tout dans cet accord, mais on tourne la page. À l'arrivée, il y a eu des minorités des deux côtés qui ont dépassé le stade de la sidération et qui ont décidé de saboter la mise en œuvre de cet accord. Des deux côtés. Le massacre d'Hébron dont je parlais tout à l'heure, il était la première tentative du côté israélien de saboter l'accord. La deuxième tentative sera la bonne, l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 1995, qui a de fait mis fin au processus de paix, même si il y en a quelques petits bouts qui durent jusqu'à aujourd'hui. Et du côté palestinien, vous avez le Hamas. Déjà le Hamas, toujours le Hamas, qui, dès 1994, a repris les attentats sanglants. Alors au début, les Israéliens avaient une formule. Ils disaient continuer le processus de paix comme s'il n'y avait pas le terrorisme, combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix. Bon, ça n'a pas été tenable très longtemps. Et l'assassinat de Rabin a mis fin à cette phase, d'autant que quelques mois plus tard, vous avez les premières élections après l'assassinat de Rabin. Shimon Peres est Premier ministre par intérim. Et Shimon Peres avait un problème, c'est qu'il a certes joué un rôle historique absolument considérable dans la construction de l'État d'Israël. Il était notamment celui qui était chargé de trouver les armes pour l'État au début. Et il les a trouvées en France. Il était accueilli à bras ouverts par la 4e République. Il ironisait à l'époque qu'il avait un bureau au ministère de la Défense parce que la France était à fond du côté d'Israël. Mais Shimon Peres n'a jamais été militaire lui-même, n'a jamais porté l'uniforme. Et en Israël, dans des moments de tension comme cela, on va chercher le général qui devient homme politique. C'était Rabin. Et aujourd'hui, vous avez toujours Benny Gantz, ancien chef d'état-major, qui est le rival de Netanyahou. Vous avez, voilà, dans toute l'histoire, vous avez eu Sharon à un moment, etc. Le général devenu homme politique est rassurant, même si leur histoire n'est pas toujours couronnée de succès. Donc, Shimon Peres est Premier ministre par intérim, et il a en face de lui Benyamin Netanyahou, dont c'est la première élection comme leader du Likoud, la droite israélienne. Et la semaine qui précède les élections, le Hamas fait sauter 3 bus en Israël. Il y a des dizaines de morts. Il se trouve que moi, j'avais rendez-vous avec Shimon Peres pour une interview pour Libération quelques jours avant les élections, donc pendant cette semaine fatidique. Et j'arrive, j'étais avec mon collègue Christophe Boltanski, qui est, vous connaissez peut-être, qui a écrit plusieurs livres. Et on arrive et on tombe sur un homme qui était au bout du rouleau. C'est-à-dire que Shimon Peres n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Il était affalé dans son fauteuil. Il y avait derrière lui une photo de lui avec Rabin. Et le chef d'état-major sortait de son bureau et il répondait à peine à nos questions. Il savait qu'il avait l'hostilité de toute l'opinion publique qui le rendait responsable de ses morts. Il savait qu'il avait perdu les élections. Et que c'est comme ça que Netanyahou a été élu. Et donc vous avez ces forces politiques, l'extrême droite religieuse côté israélien et le Hamas islamiste du côté palestinien, qui étaient minoritaires à l'époque. L'extrême droite côté israélien, les kahanistes comme on dit, c'était un groupe marginal dans le paysage politique israélien qui avait même été interdit en Israël. Et de l'autre côté, le Hamas n'était pas la principale force palestinienne, c'était le Fatah d'Arafat qui était la principale force. C'est 30 ans plus tard, ces forces-là se retrouvent au centre du jeu.
L'extrême droite, elle est au gouvernement avec Netanyahou. Ce sont ses héritiers. Ben Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure, est ouvertement kahaniste. Il avait dans son bureau, autrefois, avant qu'il soit ministre, ça fait mauvais genre aujourd'hui, le portrait de Baruch Goldstein, l'auteur du massacre d'Hébron. Il habite lui-même dans la colonie de Kiryat Arba à côté d'Hébron, où il y a la tombe de Baruch Goldstein sur laquelle est inscrit « Héros du peuple juif ». Il faut se rendre compte de cette mouvance-là. Et de l'autre côté, le Hamas n'était pas au cœur du jeu politique. Il s'est mis aujourd'hui au centre du jeu, même si le 7 octobre lui a sans doute coûté plus cher qu'il ne le pensait en termes de sa survie en tant qu'organisation, pas en tant qu'idéologie, parce que les frères musulmans ne vont pas disparaître comme ça. Et donc, 30 ans d'absence de solution ont permis aux extrémistes de se mettre au centre du jeu. Est-ce qu'on va attendre, est-ce que ces deux peuples vont rester 30 ans de plus sans solution et d'avoir des forces encore plus radicales, encore plus sanguinaires? C'est un peu le dilemme d'aujourd'hui. Et ce dilemme, Elie Barnavi, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël en France, qui est une voix intellectuelle, qui représente que lui-même, mais il dit de manière assez lucide, aujourd'hui, ces deux peuples ne sont pas capables de faire la paix tout seuls. Il faut que le monde extérieur, non pas la lui impose, parce qu'on ne peut pas imposer la paix, mais en tout cas participe de cet accouchement nécessaire. Alors justement, je me souviens, il y a un philosophe américain, Michael Walzer, qui disait qu'il n'y a pas une guerre, il y a en réalité deux guerres entre Israël et les Palestiniens. Il y a la guerre que mènent les extrémistes juifs contre l'existence de la Palestine. Et il y a la guerre que les extrémistes palestiniens mènent contre Israël. Enfin, il y a plusieurs guerres. Il y a plusieurs guerres et il faut peut-être dissocier les guerres des extrémistes contre l'existence de l'État, les guerres légitimes des États pour défendre leur sécurité. Et c'est peut-être pas les mêmes guerres qui sont en. Mais comme le temps passe, je voudrais peut-être qu'on fasse un dernier décentrement, c'est-à-dire que vous dites, je suis frappé, vous dites, ils ne peuvent pas faire la guerre tout seuls. Certainement, la paix, pardon, oui, la paix, ils le font très bien, oui. Oui, ils ne peuvent pas faire la paix tout seuls. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que nous autres sommes de moins en moins, en tout cas, capables, me semble-t-il, d'être des forces de pacification, parce que nous-mêmes, nous projetons nos propres mémoires, nos propres histoires sur ce conflit. Ça vaut aujourd'hui, on le voit bien, par exemple, il y a tout un mouvement qu'on appelle le mouvement décolonial, qui est très intéressant, même en philosophie, etc. Eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nos obsessions décoloniales sur notre propre histoire coloniale puissent être projetées sur Israël, parce que je crois que ça brouille tout. L'Algérie et Israël, ce n'est pas du tout la même histoire. Mais du coup, il n'est pas sûr que les tiers et cette distance. Et je voudrais, à cet égard, vous soumettre, pour conclure, la dernière couche. On a parlé de l'histoire, de la mémoire. Il y a la religion aussi qui fait que nous projetons. Pas plus tard qu'avant-hier, je crois qu'il y avait dans un lieu religieux que la France gère, il y a eu un incident diplomatique entre les forces de l'ordre françaises qui considéraient qu'elles étaient en territoire français et les forces israéliennes. Mais je voudrais donc vous soumettre un petit texte qui date de 1958 du philosophe Paul Ricoeur et qui a une hypothèse de dire que ce n'est pas uniquement un conflit géopolitique, mais que c'était un conflit géothéologique. Et je vous lis parce que je trouve ça assez bien condensé. Je voudrais vous la soumettre, cette dernière hypothèse. La reconnaissance d'Israël par les Nations Unies signifie le paiement par l'Europe d'une dette de reconnaissance à l'égard des descendants des prophètes et de leur dette de culpabilité à l'égard des victimes de tous les pogroms et de tous les Auschwitz de l'histoire. L'Europe a réglé sa question juive en livrant au peuple exilé une terre qui était devenue arabe dans l'intervalle de l'exil. En réglant sa question juive, l'Europe a créé un problème judéo-arabe dont elle n'a pas présumé le poids futur. Nous avons biffé l'histoire arabe de la Palestine pour réaffirmer sa destination juive. Pour que les Arabes puissent accepter du fond du cœur Israël, il faudrait qu'ils puissent comprendre, mais sans la partager, la géothéologie d'Israël. Ce dont souffre le Moyen-Orient, c'est d'un conflit de géothéologie.
théologie sans cesse dégradée en géopolitique. C'est quand même bien... Oui, c'est un condensé assez, assez puissant, je trouve, de cette histoire, parce que effectivement, enfin, j'ai commencé moi sur les racines européennes et ce qu'il dit est juste. L'Europe a une dette. L'idée d'Israël est antérieure à la Shoah. Je racontais Théodore Herzl et même avant, etc. La Shoah a sans doute accéléré et permis par le règlement de cette dette la naissance de l'État dès 1948. Et d'ailleurs, les Américains à l'époque, Roosevelt puis Truman, étaient dans cette idée que c'était le seul moyen de régler le problème des réfugiés juifs dans les années immédiates d'après-guerre. C'était de créer cet État qui allait les accueillir. Donc on a évidemment une filiation directe entre ces événements et la naissance d'Israël. Et il le reconnaît effectivement en 1958, la naissance d'un nouveau problème qui n'a pas été ni anticipé ni géré. Les Anglais ont été maîtres, je sais pas comment dire, gouvernants de cette région. Ils avaient un mandat de la Société des Nations de la fin de l'Empire ottoman jusqu'à leur départ et la naissance normalement des deux États, puisqu'il y avait un plan de partage des Nations Unies. Ils ont essayé, ils ont fait des tentatives. Il y en a une d'ailleurs qui est intéressante, que j'ai découverte en travaillant sur le livre. Dans les années 20, ils ont proposé un système qui n'est pas bête, qui est le système des cantons suisses. La cantonisation, qui est une idée lumineuse finalement. C'est-à-dire que chacun est maître de son district, est responsable des affaires civiles, du mode de vie, des règles locales, etc. Et on met un chapeau au-dessus pour gérer les affaires communes, les affaires extérieures, la sécurité, etc. Et qui aurait permis peut-être d'avoir la coexistence de communautés dont les règles de vie ne sont pas les mêmes. D'une certaine manière, Israël est confronté au même problème aujourd'hui entre les communautés très religieuses et Tel Aviv, où il y a la Gay Pride chaque année et où on boit des pina coladas sur la plage. Vous allez de Mea Shearim à Jérusalem ou de Bnei Brak, qui est une ville voisine de Tel Aviv, ultra-orthodoxe, et vous faites une demi-heure de route et vous êtes à la plage à Tel Aviv, et vous êtes de la planète Mars à la Terre, tellement les mœurs sont différentes. Donc vous pouviez imaginer très bien des cantons suisses, y compris à l'intérieur d'Israël, ça réglerait pas mal de problèmes de la société israélienne elle-même. Et de fait, vous avez ces clivages à l'intérieur de chaque société. La société israélienne, et on l'a vu avant le 7 octobre, a été très divisée. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue autour des projets de réforme de Netanyahou. Et on voit bien qu'il y a minimum 2 Israël, il y en a même beaucoup plus. Parce que si vous entrez dans les clivages ensuite, c'est Farad Ashkenaz, religieux, laïcs, etc. Moi, quand j'habitais à Jérusalem, il y a une rue très célèbre à Jérusalem. Bon, la ville est devenue plus religieuse qu'à l'époque où j'habitais, mais à l'époque, il y avait donc c'est la rue des Prophètes. Et le vendredi soir, pendant le Shabbat, si vous descendiez la rue des Prophètes en voiture, si vous tourniez à droite, vous étiez à Mea Shearim et votre voiture se faisait couvrir de pierres parce que vous perturbiez le Shabbat des religieux. Et si vous tourniez à gauche, il y avait ce qu'on appelait le quartier russe où il y avait les boîtes de nuit, et y compris le vendredi soir. Et donc vous aviez cette cohabitation séparée par la rue des Prophètes. C'est quand même formidable. Mais du côté palestinien, vous avez les mêmes clivages. Vous avez des religieux et des laïcs, vous avez un localisme très fort. Vous êtes un habitant de Naplouse ou de Ramallah ou de Hébron ou de Gaza. Il y a des grandes familles qui dominent la vie politique et économique locale. Il y a même des dialectes, etc. Ce sont des sociétés qui ont des racines très, très profondes. Et cette réalité-là, elle n'est pas prise en compte quand on parle évidemment du conflit israélo-palestinien. La question religieuse, elle est très complexe parce que moi, j'allais, quand j'étais correspondant, on pouvait rencontrer des gens du Hamas, par exemple, et des gens du Fatah. Vous aviez
deux cultures politiques extrêmement différentes. D'un côté, des vrais religieux qui avaient une vision à long terme portée par un intégrisme théologique fort. J'ai même rencontré le Cheikh Yassine, qui était le dirigeant, le fondateur du Hamas, qui a été tué par un missile israélien. Et de l'autre côté, vous alliez voir les gens du Fatah, et vous aviez des nationalistes arabes laïcs. Arafat a épousé une femme chrétienne et qui n'était pas du tout... il n'y avait pas de sentiment religieux, et leur lutte, leur combat, il n'était pas religieux, il était pour la terre, il était politique, il était nationaliste. Et or, cette dimension-là, elle a petit à petit laissé la place à la religion, et rendant la chose beaucoup plus compliquée. Vous allez voir un colon aujourd'hui en Cisjordanie. Une partie des colonies sont d'essence religieuse. Vous êtes un gouvernement israélien, imaginons un accord de politique demain, hypothétique, qui prévoit le retrait d'une partie des colons. Quel est le gouvernement israélien qui ira voir les colons en leur disant, voilà, on a signé un accord avec Monsieur X côté palestinien, vous partez? Ce sont des gens qui vous diront, mais on est là parce que Dieu a voulu. Qui êtes-vous, vous, parlement ou gouvernement terrestre, pour nous dire d'aller à l'encontre de la parole de Dieu? Et c'est un obstacle absolument colossal. Pour les avoir fréquentés des deux côtés, aussi bien du côté juif que du côté musulman, vous avez les mêmes intégrismes qui ne sont pas prêts à la moindre concession. Et donc, on est passé d'une période... Vous savez, la première fois que je suis allé en reportage dans cette zone, c'était en 81. Pardon, et un instituteur palestinien à Ramallah m'avait emmené sur une colline, et il m'avait montré les lumières des villages autour. Il m'a dit, les lumières fortes, c'était les colonies, les lumières faibles, c'était les villages palestiniens. Il y avait à l'époque 25 000 colons en Cisjordanie. Il y en a 450 000 aujourd'hui. Donc, voilà, tout ce discours sur les deux États qui sont la seule solution politique possible de coexistence, pratiquement, il est très compliqué à mettre en œuvre et quasiment impossible. Et donc, on est dans cette équation où, un, on ne sait pas comment arrêter la violence aujourd'hui. Deux, on ne sait pas qui peut être porteur de solutions politiques, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien. Et trois, la solution politique, on la connaît, c'est les deux États, mais comment le chemin d'obstacles à traverser pour y arriver est absolument colossal. Mais la citation que vous disiez tout à l'heure, il faut essayer. Merci beaucoup, Pierre Aski. Je retiens... Ouais, vous pouvez. Merci beaucoup, c'était très éclairant. Je retiens l'idée que peut-être que le modèle de l'État-nation laïque ou qui fait de la religion une chose privée n'est peut-être pas celui avec lequel cette question peut être traitée. Il faut peut-être d'autres modèles et de la religion et de la politique pour pouvoir traiter cette question. Alors, vous avez raison, c'est vrai que la seule solution, ça serait de contourner le modèle de l'État-nation classique auquel aspirent les deux peuples. Parce que le sionisme, c'est un mouvement nationaliste qui est né à la fin du 19e, à un moment où c'était le nationalisme des peuples qui était dominant en Europe. Et les Palestiniens veulent aussi leur État, comme tout le monde, aux Nations Unies, leur drapeau, etc. Et peut-être qu'il faut contourner cet obstacle et inventer autre chose. Alors, on va écouter, avant, je ne sais pas si on aura le temps de prendre des questions, mais en tout cas, on va faire venir sur scène Monté, donc les élèves du lycée Palissy de Agen, oui, qui ont donc bienvenue. À vous des questions, des remarques. Je crois que vous avez travaillé cette question. Vous avez peut-être nous dire ce que vous avez travaillé et les questions qui vous animent. Donc, on est dans la spécialité HGSP en terminale.
et on aborde le thème d'histoire et mémoire. Donc les questions que je vais vous adresser sont par rapport à ce thème. Donc tout à l'heure, vous avez évoqué l'histoire officielle d'Israël et de Palestine et la mémoire. Et j'aimerais savoir s'il est possible, avec le contexte actuel, d'aller au-delà de l'histoire israélienne et palestinienne pour espérer une paix. Alors, il est évident qu'à un moment de guerre, c'est très difficile de surmonter les narratifs de chaque camp ou de chaque belligérant. Donc on est aujourd'hui dans des mémoires qui sont conflictuelles et qui sont opposées. Mais je pense, enfin, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que si demain, de toute façon cette guerre s'arrêtera un jour, elle n'a déjà que trop duré, si demain il y a un nouveau processus politique qui est possible, il devra se coltiner la question de la mémoire et la question de la confrontation des mémoires, non pas pour en faire qu'une, parce que c'est impossible, on le voit même entre la France et l'Allemagne. Vous savez, il y avait eu cette commission, on avait essayé de faire une histoire européenne commune, on avait pris un historien par pays et on avait essayé de faire un livre d'histoire. Mais comment vous traitez Napoléon de manière neutre dans un livre d'histoire européenne? On n'a pas le même récit en Angleterre, en France ou en Tchécoslovaquie de Napoléon. Donc, il ne s'agit pas de faire une histoire commune, mais il s'agit au moins de faire que ces mémoires se parlent et se comprennent et essayent de comprendre les traumatismes que ces histoires ont engendrés chez l'autre. Je pense que c'est une leçon universelle dans le couple, puisqu'on parle aussi beaucoup de l'intime, comme dans les peuples et dans la grande histoire, c'est se mettre dans la tête de l'autre, c'est essayer de comprendre l'autre avant de porter des jugements définitifs. Et c'est ce qui manque, évidemment, et qui est impossible en temps de guerre. Merci. Si nous revenons sur cette notion de paix, y a-t-il, selon vous, une issue à ce conflit qui passerait par une résolution spirituelle ou métaphysique plutôt que par des négociations politiques ou diplomatiques? Alors, pour être très franc, je pense qu'il vaut mieux un accord politique plutôt que métaphysique. Je me méfie énormément. Vous savez, il y a régulièrement des grandes réunions. Le pape invite des imams et des rabbins et des pasteurs et le Dalai Lama et je ne sais pas qui pour des grandes rencontres de spiritualité, etc. Je ne suis pas sûr qu'on réglera le conflit du Moyen-Orient de cette manière. Donc moi, je préférerais, si je voulais le bien de ces peuples, qu'on fasse un accord politique avec des frontières, des règles de sécurité, des garanties de sécurité et une dimension économique, le traitement de l'eau, etc., plutôt que si on pouvait laisser les religieux sur le côté, je pense qu'on a plus de chances d'arriver à la paix. La religion n'a pas le monopole de la métaphysique. Hein. Certes, mais elle en a quand même la main dessus. À vous. Du coup, merci pour votre réponse. Et également, pour quelles raisons les Français, aujourd'hui, prennent-ils parti dans ce conflit qui, a priori, ne les concerne pas directement? Bonne question. À laquelle il faut répondre en 3 minutes parce qu'on doit... Oui, pardon. Pour faire court, je pense que le monde entier a un rapport à ce conflit qui est particulier puisque c'est le berceau des 3 religions du livre et que tout le monde, où qu'on soit dans le monde, connaît les noms de Bethléem, de Nazareth, de Jérusalem. Ce sont des noms qui résonnent plus que les noms, hélas, du Soudan où il y a une guerre absolument terrible en ce moment. Et à part Khartoum, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens connaîtront un autre nom. La deuxième chose, c'est que nous avons en France la première population musulmane et la première population juive d'Europe. Et que je ne veux pas dire par là que tout juif doit être en faveur d'Israël et tout musulman en faveur des Palestiniens, mais ça a une résonance particulière, évidemment, lorsque
voilà, vous avez, de même que les Arméniens de France ont un attachement à ce qui peut se passer en Arménie, ou n'importe quelle autre communauté qui garde un lien avec une diaspora ou avec des gens d'une autre partie du monde. Donc ce retentissement-là, il est très important et il explique une partie du problème. Le dernier point, qui est peut-être le plus compliqué aussi, c'est l'instrumentalisation politique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'au sein de la société française, il y a une instrumentalisation politique du conflit proche-oriental. Que ce soit, je vais mettre les pieds dans le plat, mais que ce soit Marine Le Pen qui est devenue la meilleure amie des Juifs, ou Jean-Luc Mélenchon qui est devenu le meilleur ami des Palestiniens, il y a une part d'instrumentalisation politique qui est indéniable dans cette utilisation du conflit à des fins de politique intérieure. Donc tout ça explique ce qui se passe. Après, moi, je ne suis pas aussi alarmiste et aussi désespéré qu'on le dit souvent. Certes, il y a eu une montée d'antisémitisme, certes, il y a des tensions et il y a des choses inadmissibles et qui se passent, mais que je sache, il n'y a jamais eu d'affrontement direct de communauté à communauté. Il y a eu des actes extrêmement inquiétants et inadmissibles, mais il n'y a pas eu... on est loin de l'explosion de violence entre communautés. Ça ne s'est pas produit en France. Et ça, je trouve que c'est relativement rassurant dans un contexte qui, lui, ne l'est pas. Merci beaucoup, Pierre Aski. Merci vraiment, c'était très éclairant. Merci aux élèves du lycée Palissy, dont on avait 2 représentantes. Merci beaucoup à leurs professeurs aussi. Nous allons continuer à l'écouter tous les matins, nous délivrer quelques lumières sur ce monde de plus en plus obscur. Et vous pouvez le retrouver avant cela au premier étage où il signe son livre magnifique, Une terre doublement promise. Dernière annonce, il y a une urne dans laquelle vous pouvez poser vos questions auxquelles nous répondrons ici lundi. Bonne continuation et merci beaucoup, Pierre.